Abord postérieur du rachis lombaire. Le plan se compose de 3 parties. Rappel d'anatomie, installation du patient, explication et exemple d'opération. Rappel d'anatomie. Anatomie du rachis. Le rachis protège la moelle et ses racines, a un rôle de mobilité et de soutien. Le rachis lombaire présente une lordose, c'est-à-dire une courbure à concavité postérieure. Les vertèbres lombaires sont massives, le corps vertébral est étendu dans le sens frontal, il est plus volumineux que celui des autres vertèbres et prend sur une voie supérieure un aspect réniforme, c'est-à-dire une forme de haricot. Il est entouré de cartilage. L'arc neural limite en arrière le foramen vertébral petit et triangulaire. Il est formé par un pédicule épais et une lame courte et massive. Le processus articulaire sont à la jonction des pédicules et des lames. Les processus articulaires supérieurs, indiqués ici en 2, sont des fragments de cylindres creux situés dans le plan sagittal. Ils sont concaves et regardent en arrière, en haut et en dedans. Ils sont entourés par le tubercule mammillaire. Les processus articulaires inférieurs, ici indiqués en 3, sont des fragments de cylindres pleins, convexes, et regardent en dehors, en bas et en avant. Les processus articulaires supérieurs et inférieurs s'articulent entre eux par une articulation de type trochoïde. Le processus épineux est massif, aplati et horizontal. Les processus transverses, aussi appelés costiformes, c'est-à-dire qui proviennent des côtes, sont disposés dans un plan frontal. Ils sont effilés, pointus et dirigés vers l'arrière. Ils peuvent présenter à leur base d'insertion un tubercule styloïde de forme variable. La superposition des vertèbres lombales comprend l'articulation entre les corps vertébraux séparés par les disques intervertébraux très volumineux, ainsi que l'articulation entre les processus articulaires supérieurs et inférieurs. Il y a donc 6 surfaces articulaires sur une vertèbre lombaire. Les muscles lombaires. Le muscle longissimus du thorax naît de la face dorsale du sacrum, des processus épineux, des processus transverses et du tubercule accessoire des vertèbres lombaires. Il se dirige vers le haut et se termine sur les processus transverses des vertèbres thoraciques et la surface comprise entre l'angle et le tubercule costal des 10e côtes inférieures. Le muscle épineux du thorax naît des processus épineux des vertèbres T11 à L2, a un trajet ascendant et se termine sur les processus épineux des vertèbres T3 à T9. Lorsqu'il se contracte, il permet la station érigée en entraînant l'extension du rachis et l'équilibre de l'ensemble du tronc. Le muscle iliocostal lombaire s'étend de la partie postérieure de la crête iliaque aux 6 ou 7e côtes inférieures. Les muscles transversaires épineux sont étendus des processus transverses et articulaires aux processus épineux. Ils sont subdivisés en 3 groupes. Les muscles semi-épineux, les muscles multifides qui naissent du tubercule mammillaire des processus transverses dans la région lombaire et les muscles rotateurs du rachis. Les muscles interépineux sont petits, pairs et symétriques. Ils unissent 2 processus épineux voisins. Ils sont séparés par les ligaments interépineux. Enfin, nous avons les muscles intertransversaires. L'installation. Le patient est en décubitus ventral avec des appuis thoraciques et iliaques. Le chirurgien fait un repérage en L3, L4 ainsi qu'en L4, L5 avec un feutre stérile avant de réaliser 2 radios, l'une de face puis une autre de profil. La zone opérée est ensuite nettoyée sur un champ large en commençant par le centre et en allant vers la périphérie. Puis on installe les champs opératoires. Les complications sont rares. Il faut faire attention que le nerf cubital ne soit pas comprimé ainsi qu'à la compression trop importante du globe oculaire. Il ne faut pas exercer une pression trop importante sur le ventre, sinon cela empêche le retour veineux. Il faut également éviter les escarres sur les points d'appui. Comme toute intervention chirurgicale, il existe des risques opératoires, généraux et spécifiques. Les risques généraux sont communs à toute opération et concernent surtout le système cardiovasculaire ou le système respiratoire. Les risques spécifiques sont liés à l'opération elle-même et sont ceux d'une hémorragie, d'une infection ou le risque de lésion des nerfs.
Au niveau lombaire bas, les racines nerveuses ont déjà quitté la colonne. Les paralysies sont donc toujours assez rares, avec des conséquences mineures. Dans des cas exceptionnels, les nerfs innervant la vessie sont touchés, provoquant des troubles de la miction. Explications et exemples d'opérations. Les opérations les plus fréquentes sur la colonne lombaire sont celles de décompression des nerfs. Elles ont pour but de diminuer les symptômes au niveau des membres inférieurs et non améliorer les douleurs du bas du dos. Lorsque cette décompression s'accompagne d'une instabilité, on réalise une opération de stabilisation, appelée spondylodèse, en plus de celle de décompression. La plupart des opérations lombaires sont effectuées par abord postérieur, néanmoins, pour des cas précis, on peut être amené à faire un abord antérieur. On va prendre ici l'exemple d'une arthrodèse L3-L4 et L4-L5. Une arthrodèse est une opération consistant en la fixation d'une articulation pour permettre la dissipation de la douleur ou une correction d'une déformation. Une arthrodèse au niveau du rachis consiste donc en la fixation d'une ou plusieurs articulations intervertébrales. En effet, les disques intervertébraux sont usés et les nerfs sortant à ce niveau peuvent être pincés. Après avoir installé le patient, on incise la peau en regard des épineuses, ici en rose. Ensuite, on incise le derme ainsi que l'hypoderme avec son tissu cellulaire graisseux. On arrive alors au niveau du fascia profond. À ce niveau, il est appelé fascia thoracolombal, ici en vert. On incise alors ce fascia, s'insérant sur les processus épineux des vertèbres. On tombe alors directement sur les processus épineux. Il suffit alors de repousser les muscles entourant les épineuses. On peut voir les lames, les apophyses articulaires et éventuellement plus loin les apophyses transverses. Après ce type d'opération, le patient peut normalement se mobiliser dans les 24 à 48 heures après l'intervention chirurgicale. Dans certains cas, un support externe doit être porté durant quelques semaines. Le temps passé à l'hôpital dépendra du type d'opération. En règle générale, pour les opérations les moins importantes, il peut varier entre 2 jours jusqu'à 1 semaine, et dans des cas plus lourds, le temps de séjour peut aller jusqu'à 2 semaines.